L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi organique visant à permettre à Saint-Barthélemy de participer à l'exercice des compétences de l'État. Proposition présentée par Madame Micheline Jacques. Et c'est une demande du groupe Les Républicains et conformément à l'article LO 62-13-3 du Code général des collectivités territoriales, le Sénat a consulté le Conseil territorial de Saint-Barthélemy sur cette proposition de loi organique. Dans la discussion générale, la parole est à l'autrice de la proposition de loi, Madame Micheline Jacques. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, cette proposition de loi organique vise à doter la collectivité de Saint-Barthélemy de la faculté de participer à l'adaptation des règles destinées à favoriser la continuité des soins à Saint-Barthélemy. Il s'agit d'un sujet épineux qui préoccupe la population. Je tiens à remercier les rapporteurs, nos collègues Valérie Boyer et Alain Milon, pour leur implication et l'intérêt qu'ils ont montré pour ce texte qui n'était pas évident, il faut bien l'admettre. Le dispositif initial visait à permettre à la collectivité de Saint-Barthélemy de participer à la compétence de l'État en matière de sécurité sociale. En effet, bien que cristallisé sous le terme de santé, le véritable enjeu est celui du financement pour assurer la continuité des soins dans un contexte insulaire et de surcoût engendré par la petite taille de l'île et son économie. Le présent texte s'inscrit dans le cadre de l'article 74 de la Constitution qui permet aux collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie de participer aux compétences conservées par l'État. Cela permet de mieux prendre en compte les réalités locales dans des matières dont il doit rester le garant de la cohésion. Cette proposition de loi organique s'inscrit en outre dans la continuité du principe de maîtrise de sa destinée qu'a présidé à l'érection de Saint-Barthélemy en collectivité d'outre-mer. Elle a ainsi toujours été à l'initiative de mesures d'adaptation à sa réalité, tout en ayant une relation très harmonieuse avec l'État. Mon prédécesseur, Michel Magras, ancien président de la délégation aux Outre-mer, avait lui-même porté en 2015 la demande d'une plus grande implication de la collectivité dans la définition de la politique de protection sociale en déposant 2 propositions de loi organique et ordinaire. La même année avait été créée la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. La nouvelle majorité n'a du reste pas fait exception à ce principe en créant une commission ad hoc diagnostic territorial de l'offre de soins, sujet incarné depuis avec une implication et une énergie sans faille par la première vice-présidente. Certes, aucune collectivité d'outre-mer n'a jusqu'à présent participé à la compétence de l'État en matière de sécurité sociale et une fois de plus, Saint-Barthélemy propose d'innover comme elle l'a fait déjà avec plusieurs dispositifs. Ainsi, elle est la seule collectivité à avoir renoncé au FCTVA, de même que les missions du SDIS et de la MDPH y sont assurées par des services de la collectivité, en lieu et place d'un établissement public et d'un GIP. Ce texte ne se vaut pas une révolution, mais vise à utiliser les outils d'adaptation offerts par le statut de collectivité d'outre-mer dotée de l'autonomie. Il porte une demande qui n'est pas nouvelle. Depuis plusieurs années, les élus ont alerté les gouvernements sur la dégradation de l'offre de soins, en particulier hospitalière, qui a connu une accélération ces derniers mois. Le coût de la vie, en particulier les niveaux de loyer vertigineux, combinés aux difficultés du quotidien sur un territoire de 21 km², contraignent la mise en œuvre des politiques publiques. Fidéliser les médecins hospitaliers pour permettre un fonctionnement de l'hôpital continu requiert de tenir compte de ce contexte. L'île est dotée d'un établissement de proximité, l'hôpital de Bruynes, et pour les cas les plus graves, dépendante des évacuations sanitaires vers les centres hospitaliers de Saint-Martin, 80% des évacuations, de la Guadeloupe ou de la Martinique. Avec une piste trop courte pour permettre à des aéronefs de plus de 20 places d'atterrir, ces évacuations sont prises en charge sur le budget de l'hôpital. Ne pouvant pour cette raison être effectuées sur des lignes régulières, elles pèsent sur les dépenses hospitalières. Ainsi, en 2022, 194 évacuations ont été réalisées pour un coût de 600 000 € pour l'hôpital, pour une dotation de 420 000 €. L'impossibilité d'atterrir de nuit est l'autre contrainte des évacuations sanitaires. Dès lors, lorsque l'hôpital fonctionne en sous-effectif, au-delà d'un certain nombre d'évacuations sanitaires, il n'y a plus de médecins urgentistes présents. Il s'agit donc de disposer sur place des ressources médicales chaque fois que cela est possible. Ce n'est pas la taille de la population, mais les besoins et les risques qui doivent être des critères de définition de l'offre de soins.
Je veux ici rassurer le Sénat et le Gouvernement. L'attachement au principe de solidarité n'est pas remis en cause. En effet, la présente proposition de loi organique ne vise en aucun cas à lier capacité contributive et dépenses de santé, mais à les ajuster aux besoins réels. La population de Saint-Barthélemy est en droit d'attendre une offre de santé aussi large que possible sur un petit territoire insulaire. Surtout, depuis 10 ans, le projet politique s'est bâti sur l'existence d'un excédent des comptes territoriaux que jamais personne n'a pris la peine d'infirmer, sachant pourtant que les élus s'en prévalaient. Le budget de l'hôpital affiche une dépense de 251 000 € annuels pour loger des personnels. En déficit d'attractivité, il recrute difficilement des intérimaires peu impliqués. La probable adoption du texte dit Rist annonce par surcroît une contrainte supplémentaire pour ces recrutements. Durant plusieurs années, l'hôpital de Bruynes a fonctionné, disons-le, selon une organisation propre aux médecins de l'île, mais le retour légitime aux règles de droit commun de fonctionnement d'un établissement hospitalier a conduit au départ de la quasi-totalité des médecins hospitaliers basés à Saint-Barthélemy. La réalité de l'île est aussi celle du laboratoire de biologie médicale qui n'est plus aux normes, d'accessibilité notamment, qui a besoin de s'agrandir mais ne peut supporter un loyer multiplié par 3. La CPS, quant à elle, est en réalité un démembrement de la MSA Poitou qui a permis d'amener un service de proximité jusque-là inexistant. Saint-Barthélemy doit pouvoir, comme les autres collectivités d'outre-mer qui le souhaitent, disposer de sa caisse propre, même sans qu'elle soit autonome. De plus, l'absence de personnalité morale de la CPS pose 2 questions majeures. D'abord, celle de la fiscalité des pensions de retraite du régime général. D'autre part, celle de l'efficacité du recouvrement distant des cotisations, comme en l'attestent les chiffres. Sur une île comme Saint-Barthélemy, au regard de son niveau d'activité économique, plus 97 millions d'impayés de cotisations que nous découvrons, c'est inadmissible. Plusieurs pistes ont découlé du diagnostic lancé par la majorité actuelle. Le partage de la compétence santé par le biais d'une agence territoriale de la santé, la construction d'un pôle hospitalier qui regrouperait l'hôpital, des logements, le laboratoire, une maison de santé accueillant des spécialistes ponctuellement, la nomination de coordinateurs de santé. Or, la réglementation de la santé stricto sensu ne pose pas de difficulté à Saint-Barthélemy. C'est l'organisation et le financement des soins, en particulier hospitaliers, qui doivent être mieux adaptés pour prendre en compte les réalités incompressibles de l'île, comme le coût de la vie et les contraintes de l'insularité. Le projet ambitieux, à l'échelle de l'île, de construction d'un hôpital est à l'étude. Or, je suis convaincue que la structure n'est pas le problème, pas plus qu'elle ne le résoudra. La restructuration de l'offre hospitalière doit être pensée en tenant compte de l'achèvement prochain d'un hôpital dernière génération en Guadeloupe. L'idée de développer le tourisme médical de luxe a également été évoquée au cours des travaux préparatoires, mais elle est inadaptée à la clientèle de Saint-Barthélemy. Je ne peux m'empêcher d'évoquer la querelle qui oppose la collectivité à la direction hospitalière s'agissant de la propriété du foncier. Le terrain sur lequel est construit l'hôpital de Bruynes a une dimension patrimoniale collective pour les habitants de Saint-Barthélemy, où l'État est arrivé tardivement. L'ancien président Bruno Magras avait proposé que les 4,7 millions alloués par le Ségur de la santé soient plutôt affectés au fonctionnement, véritable nœud, laissant à la collectivité le soin de financer les investissements. Dans son sillage, les nouveaux élus sont prêts à réaliser les investissements afin de rénover le bâtiment, mais estiment que la collectivité ne peut investir tant que le foncier ne lui aura pas été transmis, et c'est une demande que je relaie avec mon soutien. La collectivité s'est régulièrement impliquée dans l'amélioration des soins. Le scanner a certes été offert, mais il découle d'un choix stratégique du président Bruno Magras, orientant la générosité vers des équipements médicaux plutôt qu'ailleurs. Il en a été de même pour l'acquisition de mammographes ou encore la construction d'un EHPAD mis à disposition de l'hôpital. De même que la buanderie et la cuisine, concourant ainsi à alléger les charges de fonctionnement de l'hôpital et de la sécurité sociale qui économisent pour chaque examen le coût d'un aller-retour à Saint-Martin. Aujourd'hui, la collectivité, bien que prête à faciliter le logement des personnels hospitaliers et enseignants, ne dispose pas d'un parc de logements suffisant et des constructions ne pourront être achevées avant 2 voire 3 ans. Le Sénat a bien compris ma démarche en considérant que par la voix du rapporteur Alain Milon, que la présente PPLO propose une avancée équilibrée par ce qui s'apparente à un droit de proposition de la collectivité, avec une pertinence
qui ne surprendra personne, les rapporteurs ont apporté des modifications au dispositif initial pour parvenir à un équilibre qui crée aussi les conditions de l'indispensable prise en compte de la volonté locale par l'État. L'expérimentation sur une durée de 5 ans laissera le temps d'évaluer l'intérêt de cette nouvelle faculté offerte à la collectivité. Cette majorité pourra s'en saisir ou la prochaine, le cas échéant. J'en terminerai avec cet extrait du rapport de Michel Magras sur la différenciation. L'État doit désormais accompagner les collectivités ultramarines pour nourrir leurs capacités propres d'expertise et leur garantir une véritable autonomie qu'elles peuvent mettre au service de leur développement endogène. Cela vaut dans tous les domaines. Je vous remercie.